Le mois dernier, le principal organe de sécurité de l'Irak s'est réuni en urgence à Bagdad. À l'ordre du jour, autoriser les paramilitaires à attaquer les troupes américaines par tout moyen. Oui, vous avez bien entendu. Le gouvernement que Washington a installé en 2003, qu'il a financé pour reconstruire et qu'il soutient depuis 2 décennies, autorise désormais des attaques contre les soldats américains stationnés sur le sol irakien. Bien sûr, les États-Unis ne sont pas la seule nation dont l'Irak dépend. Bagdad a passé 20 ans à recevoir des armes et de l'argent de Washington, tout en important électricité et bien d'autres choses de Téhéran, un des équilibres mondiaux les plus délicats, qui ne tient que si ces deux-là ne s'entretuent pas. 50 jours après le début de la guerre États-Unis-Iran, l'Irak s'est retrouvé dans cette situation. Le pays se trouve dans l'un des arrangements géopolitiques les plus étranges du Moyen-Orient moderne, et les prochaines semaines détermineront si cet équilibre survivra à la guerre ou si l'Irak deviendra la prochaine victime. Qui est vraiment aux commandes ? Dans l'après-midi du 24 mars, une réunion d'urgence s'est tenue au Conseil ministériel pour la sécurité nationale, le plus haut organe de sécurité de l'Irak. Le Premier ministre, le conseiller à la sécurité nationale, les chefs du renseignement irakien et presque tous les hauts responsables de Bagdad étaient en présent. Il y avait aussi, cependant, une rotation de hauts responsables représentant les forces paramilitaires du pays, ces groupes armés qui relèvent officiellement de l'État irakien, mais qui, en pratique, obéissent souvent à quelqu'un d'autre, ailleurs, tout simplement. Plus tôt ce matin-là, une frappe aérienne américano-israélienne avait visé l'une de leurs bases dans la province d'Al-Anbar, tuant 15 combattants. La question à l'ordre du jour était de savoir comment Bagdad allait gérer la situation. Si vous pensez qu'ils l'ont appelé à la retenue ou encouragé le dialogue, vous êtes complètement à côté de la plaque. Le Conseil a autorisé les forces irakiennes, y compris les paramilitaires, à répondre à de futures frappes américaines par tout moyen. C'était à peu près l'autorisation la plus large qu'ils pouvaient accorder. L'autorisation de tirer a été directement confiée au commandant d'unités individuelles, sans qu'aucune approbation du commandement central ne soit nécessaire. Maintenant, prenez un instant pour bien réaliser ce que cela signifie. Le gouvernement irakien, celui que Washington a fini par créer après la guerre en Irak, venait de répondre à une demande visant à cibler des Américains sur le sol irakien en disant en gros « Ouais mec, c'est plus notre affaire, c'est à vous. Vas-y mon pote ». Une source proche du Premier ministre a confié à Al-Ura qu'il avait signé sous la pression des paramilitaires, ce qui n'est pas surprenant, vu qu'au début du mois, il a même refusé de désigner les groupes responsables des attaques contre des cibles américaines, bien que ceux-ci revendiquaient leur les frappes en temps réel sur les réseaux sociaux. Cette directive devient un peu plus compréhensible quand on comprend ce que sont réellement ces groupes paramilitaires et l'influence qu'ils exercent sur le pays. Ils sont officiellement une institution de sécurité reconnue par l'État, partiellement financée par le budget fédéral, dirigée par un commandant relevant du Premier ministre. En réalité, une part importante de ces groupes ne répond pas à Bagdad, mais à Téhéran, dont le corps des gardiens de la Révolution a formé, financé et, dans plusieurs cas, directement commandé ces groupes pendant la majeure partie de la dernière décennie. Quand ces deux théories opposées sur leur nature réelle s'affrontent, comme ce fut clairement le cas dans cette pièce le 24, on voit dans quel sens cela tend à aller. Ces réseaux avaient déjà commencé à riposter même avant que l'État ne leur donne officiellement le feu vert pour le faire. Des centaines de frappes de drones et roquettes ont visé des cibles américaines et kurdes avant la réunion du 24 mars, certains jours, enregistrant des dizaines de tirs. Fouad Hussein, ministre des Affaires étrangères, a sans doute livré l'analyse la plus honnête sur l'Irak lors d'une interview à la télévision kurde le 22 mars. En réponse à la question de savoir si Bagdad pouvait contrôler ses propres paramilitaires si cela devenait nécessaire, sa réponse a été, officiellement, devant la caméra, je cite « Je ne le crois pas ». Si cela devient une question de contrôle menant à un conflit, je ne sais pas qui a l'avantage militaire. Fin de citation. À la même époque, le porte-parole d'un groupe ayant bombardé les services de renseignement irakiens, tuant une personne, est passé à la télévision pour accuser des officiers kurdes d'espionnage pour le Mossad et a désigné le directeur adjoint, un haut fonctionnaire irakien en exercice, comme agent étranger. Et nous savons que tout cela semble probablement un peu fou en ce moment. Nous voilà en plein milieu d'une guerre intermittente avec l'Iran, et maintenant l'Irak semble vouloir se joindre à la fête. Comment quelqu'un est-il censé suivre tout ça ? Mais faites-nous confiance quand nous disons que cette histoire est à la fois importante et que vous pouvez au moins en comprendre un peu. Il suffit de comprendre les bases, en commençant par des événements d'il y a plus de 10 ans. Et juste avant que nous plongions dans DeLorean et que nous remontions ces 10 années environ, une petite pause pour vous parler de notre petite quête annexe. Frontstoko est notre site pour abonnés, destiné à ceux qui souhaitent approfondir ce genre d'histoire et explorer tous les détails.
Chaque semaine, nous publions 2 vidéos et 2 articles d'experts expliquant les conflits qui façonnent notre monde. Rien que la semaine dernière, nous avons publié des témoignages de première main d'un pilote de drone ukrainien en première ligne, une analyse approfondie sur la façon dont Téhéran a stoppé une révolution parmi le peuple iranien, ainsi que le 2e épisode de notre podcast exclusif sur tout ce qui concerne le Moyen-Orient. En gros, si vous aimez cette vidéo et que vous en voulez encore plus, mais encore plus pointu, Frontstock Company a ce qu'il vous faut. C'est 5$ par mois et vous avez accès à toutes sortes de contenus exclusifs. Et maintenant, montons dans cette DeLorean, d'accord ? Les fantômes de Mossoul. L'histoire débute réellement à l'été 2014 avec l'un des effondrements militaires les plus spectaculaires du XXIe siècle. À cette époque, l'armée irakienne, formée et équipée par les États-Unis, avait été continuellement repoussée à travers l'ouest du pays par les combattants de l'État islamique, qui avaient le débordé du chaos en Syrie et commencé à établir leur propre région autonome dans les provinces à majorité sunnite. Falloujah était tombé en janvier de cette année-là, Ramadi était assiégé au printemps, et début juin, les combattants de Daesh arrivaient aux portes de Mossoul, la 2e plus grande ville d'Irak. À ce moment-là, cette ville était officiellement gardée par environ 60 000 soldats irakiens et policiers fédéraux, qui allaient affronter les combattants de l'État islamique, dont le nombre ne dépassait pas quelques milliers. La bataille a duré 4 jours, avant que 60 000 soldats n'abandonnent leur position, laissant chars Abrams et Humvee américains, puis s'enfuient. C'était à seulement quelques heures de route de Bagdad, et personne n'a pu les arrêter. La responsabilité, alors comme aujourd'hui, y compris dans une enquête parlementaire irakienne de 2015 recommandant des poursuites pénales, est principalement retombée sur un seul homme, Nouri al-Maliki, Premier ministre irakien de l'époque. Il avait passé son second mandat à purger systématiquement l'armée des officiers non loyalistes, remplissant les rangs supérieurs de copains chiites dont les qualifications étaient douteuses. Parallèlement, il menait une politique intérieure si ouvertement sectaire qu'elle avait contribué à transformer les provinces sunnites d'Irak en vivier de recrutement pour les djihadistes. Le gouvernement irakien, à son crédit, avait au moins vu venir l'effondrement de Mossoul et avait demandé à plusieurs reprises une assistance aérienne aux États-Unis. Mais l'administration Obama, encore marquée par les blessures de son retrait en 2011 et craignant de retourner en Irak, a refusé. L'Irak, cependant, n'a pas hésité. Et ici, il peut être utile de vous rappeler une chose. Daesh représentait une menace catastrophique pour la République islamique. Le commandant de la Force Quds, Qassem Soleimani, aurait pris un vol pour Bagdad quelques jours seulement après la chute de Mossoul, offrant des conseillers, des armes, de l'argent liquide, tout cela évidemment assorti de conditions. Étant donné la situation, le gouvernement irakien n'avait pas d'autre alternative. L'Iran a exploité son identité religieuse commune avec la majorité des Irakiens pour aider dans la lutte. Le plus haut dignitaire chiite d'Irak, le grand ayatollah Ali al-Sistani, a publié un décret religieux appelant chaque Irakien valide à prendre les armes et à se porter volontaire pour défendre le pays. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu, créant la plus grande mobilisation militaire de l'histoire moderne de l'Irak. L'armée s'étant évaporée, le gouvernement a dû improviser une structure pour les intégrer. Une structure faîtière appelée les Forces de mobilisation populaire, PMF, a émergé, présentée comme une mesure d'urgence en temps de guerre. En pratique, la structure a aussi absorbé un réseau préexistant de milices pro-iraniennes, ayant combattu l'occupation américaine pour Téhéran la décennie précédente. À la fin de 2014, des groupes comme Kataeb Hezbollah et Asaïb al-Haq s'étaient intégrés dans la nouvelle structure, percevant des salaires de l'État irakien tout en continuant à recevoir des ordres de Téhéran. Et ce qui rend tout cela si difficile à démêler plus d'une décennie plus tard, c'est que les forces de mobilisation populaire sont effectivement allées sur le terrain et ont contribué à gagner la guerre contre Daesh, du moins en Irak. Avec l'armée régulière irakienne toujours en morceaux, il revenait aux forces de mobilisation populaire, qui allaient le plus tard recevoir un soutien aérien dont ils avaient désespérément besoin de la coalition dirigée par les États-Unis, de mener le travail brutal de reprise des villes comme Tikrit et Falloujah, maison par maison. Le gouvernement irakien a retrouvé une légitimité en reprenant Mossoul, où des milliers de ses combattants sont morts. Globalement, après la défaite territoriale de Daesh en 2017, les forces de mobilisation populaire sont apparues comme des héros, surtout chez les chiites. Même dans les régions sunnites, anciennement contrôlées par l'État islamique, voir les forces de mobilisation populaire plutôt que l'armée venir à votre secours restait inoubliable. Bagdad ne pouvait donc pas les dissoudre, vu cet héritage. Depuis lors, la méthode de l'État irakien pour gérer ces groupes a été plus ou moins la même que celle utilisée depuis 2003 pour toutes les autres factions sectaires du pays. Les intégrer, leur donner assez d'argent pour les contenter et espérer qu'ils ne posent pas trop de problèmes.
En 2016, le Parlement a intégré les forces de mobilisation populaire aux forces de sécurité irakiennes comme institution indépendante sous l'autorité du Premier ministre. Les factions ont obtenu leur salaire, leur couverture légale et une part garantie du budget fédéral qui s'élève désormais à 3,6 milliards de dollars par an. Ce qu'ils n'ont pas eu et que Bagdad n'a jamais tenté d'imposer, c'est une véritable chaîne de commandement qui passe réellement par Bagdad. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Le triangle amoureux le plus gênant du monde. La réponse à ce qui pouvait mal tourner est finalement arrivée le 28 février 2026, quand des bombes américaines et israéliennes ont frappé l'Iran. Et cela a rendu la situation incroyablement gênante pour l'Irak. Le problème structurel était que les deux principaux partenaires internationaux de l'Irak s'affrontent actuellement sur son territoire. Le premier de ces partenaires, l'Iran, est le voisin immédiat de l'Irak, avec lequel il partage une frontière longue de 1500 km. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 12 milliards de dollars, l'Irak restant le deuxième partenaire de Téhéran après la Chine. Étant donné qu'une grande partie de la base industrielle de l'Irak a été détruite pendant les années de l'État islamique et n'a pas été reconstruite, cela est d'une importance cruciale. Des aliments aux matériaux de construction et produits pharmaceutiques, tout vient de la République islamique. L'énergie iranienne fournit aussi environ un tiers de l'électricité irakienne. Et lorsque Téhéran coupe cette fourniture, comme cela s'est produit à plusieurs reprises en 2024 et pendant les premiers jours de la guerre actuelle, des villes entières d'Irak se retrouvent plongées dans le noir. Un autre partenaire, les États-Unis, a aussi un rôle vital dans le pays. Depuis 2014, Washington a injecté plus de 15 milliards de dollars d'aide à la sécurité en Irak, formant le service de lutte contre le terrorisme, la seule unité d'élite véritablement interconfessionnelle de l'armée irakienne, et en fournissant un appui aérien. Cela a joué un rôle déterminant dans le recul de Daesh dans le nord du pays. Et au-delà de l'aspect militaire, il y a toute l'architecture financière qui soutient l'ensemble. Environ 90% des revenus du gouvernement irakien proviennent des ventes de pétrole effectuées en dollars qui transitent d'abord par un compte de la Banque centrale d'Irak à la Réserve fédérale de New York. Cet arrangement donne à Washington une sorte de bouton d'arrêt d'urgence sur l'économie irakienne. Quand le Trésor a renforcé les règles sur la validation de ces dollars, comme il l'a fait à plusieurs reprises depuis 2022, en plaçant des banques irakiennes sur liste noire et en bloquant certains transferts, le dinar a vacillé et les prix à l'importation ont flambé en quelques jours. Bagdad ne peut pas se permettre de perdre ce pipeline, pas plus qu'elle ne peut se permettre de perdre l'électricité iranienne qui éclaire la moitié du pays. Donc choisir entre eux, ce n'est vraiment pas une option. Et depuis début mars, ces deux partenaires tuent activement les forces de l'autre sur le sol irakien. C'est vraiment un triangle amoureux sacrément gênant, n'est-ce pas ? Depuis le premier week-end de la guerre, les factions du Hashd al-Sha'abi alignées sur l'Iran mènent ce qui équivaut à une campagne coordonnée contre les cibles américaines et du gouvernement irakien depuis le territoire irakien, avec des attaques touchant certains des endroits les plus importants du pays. Drones sur la base aérienne de Harir abritant des troupes américaines, roquettes sur le consulat américain à Erbil, frappes sur le camp Victory près de Bagdad. Et ce n'est qu'un début. Les tirs américains et israéliens ont causé environ 80 morts et plus de 250 blessés parmi le Hashd al-Sha'abi, ainsi que des membres de l'armée irakienne, des policiers et des civils tués dans les tirs croisés. C'est en fait la capitale kurde, Erbil, de tous les endroits, qui avait passé la majeure partie de l'ère post-2003 comme la zone la plus stable du pays, qui s'est retrouvée à subir des frappes de drones et de missiles presque quotidiennement. Le 7 avril, Washington et Téhéran annoncent un cessez-le-feu de 2 semaines, suivi le lendemain par les factions du Hashd al-Sha'abi pro-Iran. Les choses sont restées relativement stables depuis, mais au moment de l'enregistrement, ce cessez-le-feu doit expirer dans seulement quelques heures. Même si notre boule de cristal ne révèle pas toutes les façons dont cet épisode pourrait devenir obsolète avant sa mise en ligne, nous pouvons au moins affirmer une chose avec certitude. Les 6 dernières semaines ont fondamentalement transformé l'Irak. Bagdad était déjà dans une situation étrange. Après les élections parlementaires de novembre dernier, le pays est resté bloqué, incapable de former un gouvernement. Le blocage vient du fait que le principal bloc parlementaire s'est uni derrière Nouri al-Maliki comme choix de Premier ministre. Oui, le même al-Maliki, dont le précédent mandat de Premier ministre a vu la montée de l'État islamique et l'effondrement complet de l'armée irakienne. Sadani reste en fonction en tant que Premier ministre intérimaire, et même s'il pourrait finir par obtenir un second mandat à cause de cette situation, ce serait uniquement par manque d'alternatives viables plutôt que par un véritable soutien à son mandat. Pris isolément, rien de tout cela ne serait inhabituel pour Bagdad, qui est tellement dysfonctionnelle de façon chronique qu'elle ferait passer la Belgique pour un modèle de gouvernance calme et réfléchie. Actuellement, la crise politique culmine alors que les deux principaux partenaires de l'Irak tentent de contraindre Bagdad à choisir.
un mariage forcé avec les États-Unis ou des fiançailles avec la République islamique voisine. L'Iran, de son côté, ne reste pas passif et veille à tout. Ce week-end, Smalkani, commandant de la Force Quds, est réapparu pour la première fois depuis le début de la guerre avec les États-Unis, mais pas à Téhéran ni à Ispahan. À Bagdad, il aurait rencontré des milices pro-Téhéran et des responsables politiques, alors qu'un cessez-le-feu fragile avec les États-Unis se maintient. Du point de vue de Téhéran, le temps pourrait effectivement être un facteur crucial ici, car plusieurs spécialistes ont décrit cette situation comme un moment décisif pour le pays, qui doit agir pour maîtriser ses milices avant qu'il ne soit trop tard. David Shaniker du Washington Institute a écrit, je cite, « Si Bagdad n'agit pas rapidement, l'Irak deviendra lui aussi un État failli ». D'autres ont donné une évaluation moins clémente du pays, notamment Renard Mansour de Chatham House et Bridget Toomey de la Fondation pour la défense de la démocratie. Il existe malheureusement une réelle logique derrière cette évaluation plus pessimiste. Mansour affirme que le gouvernement irakien, trop fragmenté et sans pouvoir, ne peut s'opposer à certains de ces groupes. Même s'il existe une certaine volonté de la part de certaines élites politiques à Bagdad de mettre fin à ces milices, fin de citation, tandis que Toomey soutient, je cite encore, que les responsables gouvernementaux à Bagdad n'agiront contre les milices que sous la pression des États-Unis. Fin de citation. Alors où cela nous mène-t-il ? Eh bien, rien n'indique que l'Irak va connaître un scénario similaire à celui de 2014. Les forces de mobilisation populaire vont s'en assurer. Mais au-delà de cette analyse immédiate, il y a une véritable inquiétude que ce à quoi nous assistons soit la transformation lente d'un pays. Ainsi, quand la guerre finira et que Bagdad devra choisir entre les États-Unis et l'Iran, elle pourrait réaliser que ce choix lui a déjà été imposé. Que les cloches du mariage sonnent déjà à Téhéran et que toute la cérémonie a été planifiée par les mêmes milices qu'elle a financées pendant tout ce temps. En bref, le gouvernement irakien ne s'effondrera peut-être pas au sens traditionnel du terme, mais il a peut-être déjà perdu le contrôle de ses combattants les plus efficaces. Merci de votre attention.